Avant de parler intelligence artificielle et pourquoi l'intelligence artificielle est en train de s'immiscer dans le marketing digital, juste un petit mot sur qui je suis et ce que je fais. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Caméléon. Alors Caméléon, nous on est spécialiste. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des slides qui passent? Parce que je ne les vois pas sur l'écran, merci. On est des spécialistes de l'optimisation de la conversion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait sur le web ce que généralement un vendeur fait en magasin, à savoir qu'on aide nos clients, qui sont généralement des grandes enseignes, à pousser les personnes qui rentrent sur leur site web à acheter. Et on est notamment spécialiste de la personnalisation. Et la personnalisation, c'est en fait trois choses. C'est d'abord l'amélioration de l'expérience utilisateur. À l'instar du magasin, il a été pensé pour vous mettre dans les meilleures dispositions d'achat. Donc, c'est la couleur du mur, c'est les senteurs, c'est la manière dont tous les rayons sont agencés. La deuxième chose qu'on fait, on aide nos clients à segmenter, quel que soit le type de critères, pour pouvoir personnaliser le parcours client. Et puis, la dernière chose, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est véritablement la capacité à aller individualiser la relation de la marque avec chacun des visiteurs, de façon à améliorer l'ensemble de la conversion. Alors, on va parler d'intelligence artificielle. Bon, depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est peut-être 3 ou 4 ans, on est dans une phase un moment où on entend beaucoup parler intelligence artificielle, machine learning, deep learning, prédictif, à tel point qu'on parle aujourd'hui d'IA washing. Et moi, ça me rappelle alors furieusement la fin des années 90, où on parlait beaucoup de e-business. Et à l'époque, j'avais une autre entreprise, une autre société, et je recevais des appels de clients qui disaient il faut qu'on devienne une entreprise e-business, donc il faut qu'on fasse des projets e-business. Donc c'était un peu la folie, la bulle a éclaté. Certes, c'était là aussi la période de l'e-business watching, mais enfin la réalité, quand on regarde les choses 20 ans après, c'est qu'il n'y a pas de doute sur le fait que l'e-business s'est immiscé dans toutes les strates du monde des affaires et qu'aujourd'hui, très très rares sont les entreprises qui ne se sont pas un minimum transformées, sinon complètement disruptées à cause de cette vague de l'e-business. Et je pense exactement la même chose aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors, avant de parler de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde du marketing digital, moi je voudrais revenir à une période qui remonte à peu près 70 ans, donc on est à peu près en 1950. Et en 1950, aux États-Unis, il y a un ingénieur d'IBM qui s'appelle Arthur Samuel, qui est un fan du jeu de dames. Il est tellement fan du jeu de dames qu'en fait, il joue avec des amis, avec sa famille, mais il n'y a personne qui arrive à le battre. Et puis comme il s'ennuie, et puis vous savez comment c'est avec un jeu, c'est que quand on est pris au jeu, on veut gagner, mais l'excitation, c'est le fait que on peut perdre. Donc on est content de gagner. Et il a l'idée de jouer contre une machine. Et il se dit, moi, je vais développer un programme, et ce programme, je vais lui apprendre le jeu de dames. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il code un programme, et il code le programme avec le jeu de dames. Et puis il commence à jouer contre son programme. Alors il joue, il gagne. Il joue, il gagne. Il rejoue, il gagne. Alors, il ne reste pas complètement abattu. Il se dit, bon, il faut que j'améliore ce jeu. Et là, ce que je vais faire là maintenant, dans une deuxième étape, c'est que je vais lui enseigner la probabilité qu'un coup soit gagnant ou perdant, en fonction de ce que moi je sais. Et donc, il continue à coder, et là, il code de manière beaucoup plus intelligente, et il enseigne à la machine ce que lui sait sur qu'est-ce qui a des chances de gagner ou de ne pas gagner en faisant tel coup ou tel coup. Et puis là, il rejoue contre la machine. Et il gagne. Il rejoue contre la machine, il gagne. Il rejoue, il gagne. Et là, il ne se laisse pas abattre, et il a cette idée géniale de recoder le programme une deuxième fois, et d'entraîner le programme contre un autre programme. Et il laisse le programme s'entraîner tout seul contre l'autre programme. Et puis un jour, il rejoue contre le programme. Et là, il perd. Il rejoue, il perd. Et il rejoue, et il perd. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a donné la capacité à ce programme à s'entraîner. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui du machine learning ou du deep learning, c'est-à-dire que ce sont des pratiques dans lesquelles il y a de l'apprentissage permanent.
Et la raison pour laquelle aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de s'immiscer, et je donne déjà la réponse avant la fin de cette conférence, est en train de s'immiscer dans tant de secteurs, c'est parce que l'intelligence artificielle, ça travaille 24/24, c'est en tout cas une des raisons, 24/24, 7/7, ça s'entraîne, ça adapte son modèle en fonction des données qui lui sont données, et à l'arrivée, il arrive toujours à surpasser l'humain. Alors, ça c'était il y a 70 ans, et aujourd'hui on est dans un tout autre environnement, évidemment, et la deuxième raison pour laquelle le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle s'applique, est en train de se diffuser, c'est parce qu'aujourd'hui on a une extraordinaire puissance de calcul qui fait que on a des tas de domaines d'application dans lesquels vous le voyez ou vous l'entendez aujourd'hui dans les médias, vous avez l'intelligence artificielle qui est en train de s'imposer partout. Alors je vous montre ceci parce qu'en début de semaine, moi j'étais en Allemagne, et parce qu'on est très présent là-bas et on a beaucoup de clients, donc j'étais d'abord à Berlin, puis je suis venu à Nantes finalement en utilisant le train, un hôtel, une voiture, etc. parce que je devais visiter quelques clients. J'ai fait ça sur Internet la semaine dernière, et si vous l'avez fait sur Internet, vous avez probablement vécu une des expériences qui est encore une des expériences les plus difficiles. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué, trouver les segments, etc. Et puis pendant que je le faisais, je me suis dit, mais est-ce que je ne ferais pas mieux de décrocher mon téléphone et puis quand même d'appeler quelqu'un, parce que cette personne-là, elle va comprendre mes contraintes. Elle va savoir que moi, j'ai des contraintes de temps. Je veux être dans l'efficacité maximale. Bon, le coût, c'est toujours un enjeu, mais ce n'est pas mon sujet numéro 1. Et je vous raconte ça parce qu'en fait, finalement, on retrouve sur le web exactement les mêmes enjeux que dans le monde humain. Et dans le monde humain, qu'est-ce qu'on trouve comme enjeu? Eh bien, tous les jours, vous arrivez dans des magasins, vous rentrez, et dans ces magasins, vous avez soit une extraordinaire idée de ce que vous êtes venu acheter, donc vous achetez, vous ressortez, soit vous hésitez, ou soit vous repartez sans rien acheter. Et le chiffre que je vous donne ici, ce n'est pas celui des magasins physiques, c'est dans le monde du web. Dans le monde du web, aujourd'hui, il y a en moyenne, alors ça dépend beaucoup de la typologie des magasins et ce qu'il y a à vendre, mais en moyenne, le taux de conversion, c'est à peu près 2%. C'est-à-dire 98% des gens sortent du site sans acheter. Or, ces personnes qui partent du magasin, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde du web, sans acheter, elles laissent en réalité des tas de données. Donc, dans le monde du web, c'est évidemment, on est dans le monde de la donnée, mais aussi, également en magasin, on est dans le monde de la donnée. Et dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? Dans le magasin, il y a des vendeurs. Et les vendeurs, ils ne sont pas là pour rien. Ils ne sont pas là pour rien parce que ce qu'ils font, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas spécifiquement entré pour acheter et ressorti avec ce que vous vouliez, eh bien, il y a de grandes chances qu'il y ait quelqu'un qui va vous aborder parce qu'il va observer que vous êtes en train d'hésiter. Et en fonction de ce que vous faites, eh bien, le vendeur, lui, il va adapter ses messages, il va adapter ses offres. Typiquement, s'il sent que vous avez besoin d'être réassuré, oui, cet article, il est super populaire. Hein. Reprenez-le, profitez-en, parce que alors là, en ce moment, tout le monde le prend. Hein. Si le vendeur est intelligent et il sent que vous n'êtes pas vraiment un suiveur, mais vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être poussé, il va vous envoyer un petit message de stress en disant il ne reste plus que 2 articles, hein, si vous ne le prenez pas maintenant, demain il sera parti. Ou si il a toute l'attitude sur la stratégie commerciale et marketing du magasin, et qu'il sent que vous êtes quelqu'un qui est hypersensible au prix, et ils vont vous pousser une petite promo de 10%, 20%, puis vous allez repartir avec le produit. Et la raison pour laquelle il y a des vendeurs en magasin, c'est qu'à l'arrivée, c'est eux qui font que le magasin va devenir rentable ou pas rentable, et qui va maximiser ses ventes et pas ses ventes. Et bien aujourd'hui sur le web, c'est la même chose. Sauf que le vendeur, il est remplacé par des algorithmes et par l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Elle fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui aujourd'hui, ils écoutent, ils observent, et notamment des données qui sont les données que nous on qualifie de données intentionnelles, hein, c'est-à-dire les données de comportement, ce que vous faites, à quel moment de la journée vous êtes arrivé par quel canal, est-ce que vous êtes sur une tablette, est-ce que vous êtes sur un PC, etc. Et à partir de toutes ces données, et c'est ça la force de l'algorithmie, c'est que l'algorithmie va se nourrir et s'enrichir de l'ensemble de ces données, chercher des corrélations entre l'ensemble des visiteurs d'un magasin pour trouver finalement les probabilités selon lesquelles vous êtes intéressé ou pas intéressé par quelque chose. Et en fonction de cette observation par les algorithmes de l'ensemble de ces données, eh bien, l'algorithme va adapter les messages, les offres, pousser la bonne offre, le bon message, pour in fine maximiser évidemment les ventes
et la rentabilité du magasin. Donc comment fonctionne, je veux dire, tout ça? Eh bien, c'est parce que l'algorithme, à l'instar de ceux qui ont été utilisés par Arthur Samuel pour son jeu de dames, eh bien, ils apprennent en permanence. Pendant que je vous parle, aujourd'hui, il y a des sites sur lesquels il y a des algorithmes qui tournent. Ils s'adaptent en permanence leurs prédictions de l'intention d'achat et de votre intention d'achat, parce qu'ils voient tous les jours des centaines de milliers de visiteurs qui viennent sur le web. Et ces centaines de milliers de visiteurs, on ne le sait pas, mais eux, les algorithmes le savent, c'est qu'ils voient qu'il y a des cohortes, il y a ce qu'on appelle des personas, qui vont dans une certaine direction ou une autre en fonction de ce qu'ils réalisent dans le monde du web, ou en fonction de ce que la personne fait à un moment de la journée, ou en fonction du type de terminal qui est utilisé. Alors, quelques exemples, je vous donne des exemples, alors là, véritablement live. C'est d'abord un exemple dans le monde des grandes marques. Aujourd'hui, si vous allez sur des sites, ce site qui est un site qui fournit aujourd'hui des montres, de la joaillerie, des bracelets, des colliers, etc., etc., c'est un site qui a aujourd'hui 14 catégories de produits. Et historiquement, ils poussaient toujours la même catégorie, où ils regardaient quelle était la catégorie qui était la plus populaire, puis ils envoyaient la même, qui était en fait quelque part la moyenne des catégories qui plaisaient le plus à l'ensemble des personnes. Eh bien aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui tournent, qui adaptent et qui regardent quel est finalement le type de catégorie et de produits qui intéressent des personnes en fonction de tout ce qu'on appelle les données d'intention, à l'instar du vendeur en magasin. Le vendeur en magasin, il apprend, c'est son intelligence qui fait que c'est un bon vendeur ou un mauvais vendeur. Et à l'arrivée, il va pousser la catégorie qui, selon l'algorithme, est celui qui est la plus susceptible d'intéresser l'individu en magasin. Le deuxième exemple, c'est un exemple dans le domaine de l'animation commerciale et tout ce qui est action marketing dans les sites web. Donc là, je vous donne un exemple, qui est l'exemple d'un grand acteur que, évidemment, nous, en France, on connaît tous, et qui a une clientèle, vous en êtes probablement, certains d'entre vous, êtes certainement clients de cet acteur, une clientèle qui est extrêmement promophile. Alors aujourd'hui, chez cet acteur, il y a en fait une stratégie promotionnelle qui repose sur 3 piliers. Il y a d'abord les promotions pour tout le monde. Alors ça, c'est les French Days, c'est les Black Friday, c'est les Cyber Monday, etc. C'est-à-dire que vous et moi, on a tous la même promotion. Ils ont un deuxième type de promotion qui sont ce qu'on appelle les promotions segmentées. C'est-à-dire que vous êtes allé sur le site, ça fait 6 mois que vous n'avez pas acheté, vous revenez sur le site. Bon, par définition, c'est leur stratégie marketing. On va décider de pousser une promo. Mais la majorité des promotions sur ce site, c'est pas ça. La majorité des promotions, c'est des promotions au quotidien. Parce qu'ils ont un petit concurrent qui est un concurrent américain, bien connu, et bien tous les jours, et même toutes les 3 heures, ils suivent l'évolution de leurs ventes. Et si les ventes ne sont pas à la hauteur de leurs attentes, eh bien ils vont pousser de la promotion. Et bien, historiquement, ils poussaient de la promotion pour tout le monde, quelles que soient les personnes qui regardaient, quelle que soit l'offre qui était poussée. Et aujourd'hui, ce sont des algorithmes qui vont déterminer quelle est l'intention d'achat des visiteurs pour l'offre qui est présentée. Et pour ces personnes qui ont une offre et pour lesquelles l'algorithme identifie que l'intention d'achat est extrêmement forte, il ne va pas pousser de promotion. Parce que dans ce cas, ces discounts détruisent de la valeur. À l'instar d'un magasin où vous êtes à la caisse, vous avez déjà sorti votre carte bancaire est dans le terminal, vous n'avez jamais vu quelqu'un derrière qui dit « Tenez monsieur, vous avez 10% supplémentaire ». Non, vous êtes prêt à acheter, personne va faire ça. Et puis, de l'autre côté du spectre, c'est extrêmement aussi destructeur de valeur, mais là destructeur d'expérience utilisateur, de pousser de la promotion pour ceux qui, de toute façon, ne sont pas intéressés par l'offre. Parce que si c'est comme si vous étiez en magasin, vous sortez du magasin parce que vous n'êtes pas intéressé, puis il y a quelqu'un qui vous court derrière en disant « Tiens, tenez, voilà une promotion ». Vous allez partir avec une image catastrophique de la marque. Donc aujourd'hui, la stratégie promotionnelle de cet acteur, elle est pilotée complètement par l'intelligence artificielle, et notamment par le machine learning, de façon à identifier véritablement la cible des personnes qui sont hésitantes et qui ont une chance d'acheter si on leur pousse une promotion particulière. Autre exemple, qui est dans le domaine de ce qu'on appelle la gestion de leads. Alors là, on a beaucoup de marques qui sont intéressées par ce sujet. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des centaines de milliers de visiteurs qui viennent sur les sites. Et dans beaucoup de cas, il n'y a rien à acheter sur le site. En réalité, le site il est pensé pour envoyer les personnes en magasin.
Alors c'est typiquement, par exemple, le cas dans le monde automobile. Alors pour l'instant, malgré la publicité qui est faite par un acteur, on ne vend pas encore de voitures sur Internet. Ce qui se passe, c'est que tout le monde achète encore une voiture en concession. Et les personnes qui achètent des voitures en concession, c'est généralement des personnes qui veulent essayer la voiture et qui regardent la voiture. Donc c'est extrêmement coûteux pour les acteurs automobiles. Que fait aujourd'hui cet acteur? Cet acteur, aujourd'hui, il identifie par algorithme et par machine learning quelle est l'intention, l'appétence pour les véhicules qui sont présentés sur le site web. Et en fonction de cette appétence et l'intérêt qui est porté au véhicule, eh bien, il ne va inciter les personnes qui sont intéressées par ces véhicules en concession. Alors pourquoi c'est très important pour ce concessionnaire? Pour une raison très très simple. Parce que historiquement, ce concessionnaire, pour inciter les personnes à aller en concession, il offrait 2 jours d'essai véhicule. Et quand il a commencé à faire ça, l'ensemble des concessionnaires se sont mis à hurler pour une raison très très simple, c'est que de toute façon, il n'avait pas assez de véhicules à proposer à l'ensemble des personnes qui venaient dans la concession. Et puis surtout, il y en a qui venaient essayer les véhicules et puis qui repartaient et puis qui disaient merci beaucoup pour cet essai véhicule de 2 journées. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle leur permet d'identifier ceux qui ont une probabilité d'achat qui est la plus importante et donc de réduire l'incertitude quant à l'achat et donc d'augmenter très clairement le nombre de personnes qui achètent par rapport au nombre de personnes qui sont. Puis dernier exemple, c'est dans le domaine de la data. Alors vous connaissez tous aujourd'hui ce site parce que j'imagine que vous avez tous pris aujourd'hui le train. Aujourd'hui, quand vous achetez un billet de train, très souvent il y a une probabilité que vous voyez derrière énormément d'offres. Soit pour des VTC, des taxis, des locations de voitures, des hôtels, etc., etc. Sauf que le taux de personnes qui finalement adhèrent à ces offres supplémentaires, il est extrêmement faible aujourd'hui. Donc plutôt que de faire exactement et d'envoyer l'ensemble des offres sur l'ensemble du site web, qui est de fait un espace qui est fermé et limité en nombre d'offres qui peuvent être poussées, aujourd'hui, oui, SNCF va identifier quelle est, dans la catégorie des produits complémentaires aux billets de train qui sont offerts aux clients, celui qui est le plus pertinent. Voilà. Alors, vous avez compris, l'algorithme aujourd'hui, elle permet d'identifier l'intention d'achat, l'appétence pour les offres, et d'aller identifier quelle est la cible optimale de l'ensemble de ces actions. Alors, les intérêts pour l'ensemble des marchands, parce qu'on est tous aujourd'hui consommateurs, il est très très simple. Le premier, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. À l'instar d'Arthur Samuel tout à l'heure. Alors lui, ça a pris relativement long, mais une fois que vous avez codé votre programme, une fois que l'algorithme il a appris, après la chose elle tourne. Donc ça, c'est une chose qui est lancée extrêmement rapidement. Le deuxième point, c'est l'automatisation. L'intelligence artificielle est la raison pour laquelle l'intelligence artificielle est en train de s'immiscer dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est parce que ça fait gagner du temps. Même si les résultats étaient équivalents à des résultats humains, avec une approche humaine, le fait que l'algorithme tourne 24/24, 7/7 et travaille pendant que nous, on est en train de discuter, fait que l'intelligence artificielle est en train donc, de s'imposer. Et puis le dernier élément, parce que c'est le nerf de la guerre, c'est évidemment, pour l'ensemble des marchands, c'est le retour sur investissement en augmentation de chiffre d'affaires et de marge. Puis il y a un autre bénéfice qui est évidemment très très important, c'est celui de l'agilité. Parce que le Arthur Samuel, il est là en photo, et pour faire ce qu'il a fait sur le jeu de dames, il a eu besoin de salles et d'énormément de salles de machines pour faire tourner son programme. Et aujourd'hui, l'ensemble tourne avec tout simplement un script. Et donc, on est dans le monde du cloud aujourd'hui. Et donc, il suffit d'installer un script sur un site web aujourd'hui. Et après avoir donné l'ensemble des données à l'algorithme à apprendre, aujourd'hui, vous pouvez faire tourner l'ensemble de vos programmes. Alors, pour terminer, tout à l'heure, je suis revenu à 1950. Là, je vais revenir encore plus loin, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors là, il s'agit sur le côté gauche d'Aristote. Aristote, ce n'est pas le premier qui a catégorisé finalement les comportements humains, mais c'est le premier qui l'a un peu théorisé. J'imagine que, en fait,
on s'amuse, nous tous, à catégoriser depuis la nuit des temps. Alors pourquoi on catégorise ? On catégorise parce qu'on a besoin de simplifier ce qu'est la réalité. La réalité, bon, elle est complexe, mais donc on va catégoriser ce que sont les personnes. Par exemple, dans cette salle, regardez, si vous avez besoin de me catégoriser, certains vont dire, bon, alors en termes de quantité, certains vont dire, bah, c'est un homme. D'autres vont dire, c'est quelqu'un qui mesure 1,88 m. Bon. Et puis en termes de qualité, certains vont dire bah, il est fondateur d'une boîte, d'autres vont dire il est président d'une boîte. Puis après, il y a une troisième catégorie, on va dire bah, c'est quoi ses relations ? Bon, bah, si vous me connaissez un peu, vous direz ah bah, il est dans des associations dans le monde du e-business, ou je vous ai dit tout à l'heure que j'étais originaire de la région, etc., etc. Et Aristote, ce qu'il a fait au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est le premier à avoir véritablement théorisé le fait de mettre les gens dans des catégories. Et parce que c'est quelqu'un qui était supérieurement intelligent, il arrivait jusqu'à catégoriser les personnes parmi 10 catégories. C'est-à-dire qu'il y avait 10 sortes, 10 manières de catégoriser les personnes. Mais la différence entre lui et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle va jusqu'à un point où, quelque part, les catégories sont illimitées, mais jusqu'à un point où on peut considérer qu'on est même jusqu'à l'individualisation. C'est-à-dire qu'on devient, chacun d'entre nous, une catégorie, puisque l'algorithme va apprendre, il va effectivement nous mettre tous au départ dans des catégories. C'est la raison pour laquelle est-ce qu'on va vous poser une promotion ou pas une promotion. Il va peut-être se tromper, l'algorithme, mais parce que vous rentrerez dans une catégorie. Mais au fur et à mesure de l'amélioration aujourd'hui de l'algorithmie, bah on voit que la catégorisation devient de plus en plus fine. Alors c'est extrêmement intéressant, et je terminerai sur cette note-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des travers dans l'intelligence artificielle qui est en fait le même que le travers que nous avons, nous, en tant qu'humains. C'est-à-dire que si vous voulez me catégoriser, bah, je suis sûr que vous allez avoir un biais. Vous allez avoir un biais qui est humain, qui est le biais de notre cerveau. Et à un moment, bah, on va considérer que telles personnes, elles sont comme ça parce qu'elles sont comme ça. Il y a une trentaine d'années, quand j'ai démarré dans le monde du marketing, j'étais d'ailleurs ici à Nantes, j'étais dans une agence de voyage, et on catégorisait les personnes en disant bah, celles qui habitent dans ces régions-là, elles ont un peu plus d'argent, c'est des CSP+, donc il faut pousser des voyages qui sont des voyages plus chers. Puis ces personnes qui sont dans cette région-là, bah, elles ont moins d'argent, donc on va pousser des voyages qui sont des voyages qui sont moins chers. Donc on faisait déjà du biais. Eh bien, ça existe aujourd'hui quand même dans l'intelligence artificielle. Alors vous en avez peut-être entendu parler, mais l'intelligence artificielle, à force d'apprendre et de vouloir catégoriser les gens, elle a tendance à les mettre un petit peu dans des clusters, avec des risques, alors qui n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui à Caméléon, puisque nous, on est dans le domaine des affaires, mais on a vu des cas où bah, l'algorithme a poussé des biais qui étaient liés à la nature des personnes. Et donc, il faut quand même faire attention à ce sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'axe d'amélioration que nous avons sur le sujet, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas une black box et faire en sorte qu'on sache pourquoi l'algorithme a identifié telle personne ou telle personne et s'assurer qu'il n'y ait pas de biais dans un sens ou dans un autre et faire en sorte que bah, finalement votre liberté soit préservée. Donc forcément, aujourd'hui vous arrivez dans un magasin, votre liberté elle est préservée, il y a beau y avoir un vendeur, votre liberté peut être parfaitement préservée parce qu'il y a des algorithmes, mais il est quand même important qu'aujourd'hui on s'assure que l'algorithmie et l'intelligence artificielle respectent l'ensemble de nos libertés. Merci beaucoup de votre attention.